Allez, c'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Encore bienvenue. Nous sommes très heureuses de vous accueillir ce soir pour ce nouveau rendez-vous résilience. Nous allons discuter des maladresses et nous allons voir comment nous pouvons les décrypter et les transformer en opportunités de dialogue. Comme vous le savez, ces rendez-vous sont l'occasion d'interagir avec vous, patients et patientes de notre communauté, et de vous permettre d'échanger avec nos experts sur les préoccupations et sujets qui vous animent. Exceptionnellement, cet événement s'adresse également aux proches et aux aidants. D'ailleurs, vous êtes peut-être parmi nous, il y en a peut-être parmi nous. Nous vous lancerons un petit sondage en fin d'introduction. Mais en tout cas, si vous êtes présent, n'hésitez pas à nous le dire. Je suis Sarah, responsable de l'engagement chez Résilience. C'est de nouveau moi qui vais animer cette conférence ce soir. Pour celles et ceux qui sont habitués à ces rendez-vous, vous le savez, c'est normalement Anne-Sophie qui joue ce rôle. Mais malheureusement, ce soir, elle n'a pas pu être présente. À mes côtés, j'ai la chance d'accueillir Delphine Rémy et la docteure Fanny Jacques. Delphine est l'auteure du livre « Cancer, je gère » et aussi du petit guide pour consoler une personne malade. Elle est la fondatrice du podcast Naître princesse et devenir guerrière, ce qui lui a valu le prix du podcast Santé en 2023. À 45 ans, elle a été diagnostiquée d'un cancer du sein hormonodépendant. Aujourd'hui, elle s'engage pleinement dans la lutte contre le cancer et à travers ses livres, son podcast et ses réseaux, elle offre aux patients aidants et soignants un espace d'échange sans tabou où tout peut être dit avec bienveillance, complicité et respect. Fanny, que vous connaissez très probablement déjà car elle a participé à de nombreux rendez-vous, est psychiatre spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Elle a reçu dans son cabinet de nombreux patients et patientes souffrant du cancer. Et elle travaille aujourd'hui chez Résilience. Enfin, nous avons également à nos côtés Lucie qui sera en coulisses pour modérer le chat. Et en parlant du chat, il est situé en bas à droite de votre écran et c'est sur celui-ci que vous pouvez poser vos questions. Je les partagerai au fil de la conversation. Je vais maintenant passer la parole à Delphine afin qu'elle puisse se présenter et introduire la thématique. Je trouve que tu as fait une très très belle présentation. Merci en tout cas. Merci de m'inviter. Puis Résilience est chère à mon cœur parce que j'ai eu la chance de travailler avec vous pendant 8 mois. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet costaud. Hein, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui revient souvent. Les maladresses. Mais la petite chose, c'est peut-être savoir s'il y a des aidants parmi nous ou si ce sont tous des patients. Est-ce qu'il y a moyen de savoir ou pas? Ah voilà. J'ai voté, moi, mais peut-être. Moi aussi, j'ai voté. Et il y a les résultats, là. On a quelques proches aidants, effectivement. Ah, c'est bien ça. Parfait. Donc, on a des aidants, c'est génial. Mais donc, on fera parfois une distinction entre patients et aidants. Donc, en fait, voilà, moi, j'ai été touchée il y a 5 ans et très, très vite, même très, 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 très vite, parce que le jour du diagnostic, j'ai déjà été confrontée à des maladresses et je vous raconterai des petites histoires. Mais je voulais vous dire que dans tout mon travail depuis 5 ans, donc les suites du livre, mon groupe de soutien, le podcast, le sujet des maladresses revient quasi tout le temps. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce qu'il y a réellement, et Fanny nous donnera des explications aussi plus d'un point de vue psychologique, il y a réellement un fossé abyssal entre personnes malades et non malades. Et c'est parfois compliqué. La communication entre les deux est parfois très compliquée. Alors, ce petit guide pour consoler une personne malade qui est ici, on vous mettra le lien pour l'avoir. Il est gratuitement sur mon site. En fait, j'ai regroupé énormément de réponses à travers tous les témoignages. Puis en plus, j'ai fait des sondages. Donc, j'ai regroupé des centaines de réponses de patients. Donc, c'est pas moi toute seule qui ai écrit ce guide. C'est vraiment, on est, j'allais dire presque 1000 patients à l'avoir écrit tous ensemble pour vraiment voir quelles sont les maladresses les plus importantes et qu'est-ce qu'on fait de tout ça. Parce qu'aujourd'hui, si on se retrouve, c'est pas pour dire oh là là, on est victime de maladresse. C'est qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Et je dois reconnaître que pour moi, c'est un sujet qui était complètement nouveau. Avant d'être malade, on ne se rend pas compte qu'il y a
un monde parallèle de maladresse et que en fait, je pense, et je suis, enfin, j'en étais malade longtemps parce que je me suis dit, mon Dieu, mais j'ai dû en commettre mais un paquet, notamment probablement dire que le cancer du sein, ça se soignait bien, peut-être que c'était un petit cancer, parce que je voulais probablement rassurer les personnes qui me le disaient. Donc, vraiment, c'est important de garder à l'esprit que ce sont souvent des maladresses et pas une mauvaise intention, et on va décortiquer tout ça. Et voilà. Donc, c'est difficile de consoler une personne malade, et je donnerai la parole à Fanny après, parce que on est confronté à notre propre impuissance quand on est face à une personne malade. Il y a une espèce de tension qui se crée entre les deux. Et souvent, nos mots sont empreints de nos peurs, de nos croyances, de nos blessures, de notre histoire. Si on a un passé par rapport au cancer, peut-être qu'on a peur, donc on va peut-être dire des choses qui vont faire peur à l'autre personne. Donc, il y a vraiment... c'est difficile de consoler une personne malade. Donc, vous êtes patient, vous avez certainement été soumis à des maladresses, vous êtes aidant parmi nous. J'ai envie de vous dire aussi, c'est très difficile. Donc voilà, je passerai la parole. Fanny, est-ce que tu as envie de dire quelque chose par rapport à la difficulté avant que je raconte mes exemples? Non, moi je suis là un petit peu en backup là pour le coup, Delphine. Tu es Oui. vraiment très, voilà, tu as les deux facettes du miroir, on va dire, et donc tu as vraiment la légitimité et l'expérience. Et donc moi, je pourrais apporter un point de vue un peu plus peut-être parfois théorique ou psychologique, on va dire. Mais évidemment, je suis assez d'accord avec toi. En fait, le problème du cancer, peut-être encore plus que d'autres pathologies, c'est que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est une maladie qui est vraiment hyper fréquente, sauf qu'il y a autant de patients qui souffrent de cancer que de cancer. Chaque situation est vraiment unique. Et forcément, quand tu as un proche, quand quelqu'un est atteint d'un cancer, les proches, ça va venir remettre plein de trucs chez eux, leur propre mortalité, des exemples, leur propre vie par rapport au cancer, parce que forcément, ils ont déjà eu des expériences passées sur quelqu'un qui a eu ou qui connaît quelqu'un qui. Donc tout ça, il y a plein de fausses croyances, d'idées reçues qui sont aussi en fait des maladresses, mais en effet qui partent vraiment d'une bonne volonté, parce que les personnes, elles sont vraiment persuadées de détenir la vérité, de bien agir, parce que le voisin, pour lui, ça a fonctionné, etc. Donc ça part toujours d'une bonne intention. L'enfer est pavé de bonne intention. Là, je crois que vraiment ce dicton, il s'applique. Et donc, c'est important pour la personne atteinte moi, ce que j'ai envie qu'on apprenne ici aussi, c'est comment bien répondre. Comment, bien sûr, du coup, ne pas être trop affecté. Et comment bien répondre, ni trop peu, ni en étant agressif, ni en étant passif et en lâchant l'affaire. Comment être au juste milieu dans les réponses. Moi, je trouve que c'est ça aussi, d'avoir bien sûr l'explication de pourquoi c'est maladresse, et de surtout après, du coup, moi, en tant que patient ou aidant, comment je fais en fait, qu'est-ce que je dis pour faire avancer, parce que je trouve que c'est un enjeu presque sociétal, collectif, pour faire un peu changer cet état d'esprit et casser un peu toutes ces fausses croyances qui perdurent. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment très intéressant de pouvoir échanger. Merci Fanny. Et c'est vrai que, en fait, face à toutes ces réponses de tous ces patients, je me suis dit, je pense que c'est aussi notre rôle de faire quelque chose, nous, patients, parce que eux ne savent pas. Quand on n'est pas plongé dans ce monde de la maladie, on ne peut pas imaginer ce que l'autre vit. Donc, je trouvais que c'était bien de finalement rassembler tous ces témoignages. Alors, je vais quand même vous raconter des petites anecdotes que j'aime bien raconter parce que je trouve que c'est assez parlant. Mais le jour où j'ai appris mon cancer, ma gentille voisine, est venue avec un joli petit bouquet de fleurs qu'elle avait cueilli dans son jardin. Donc ça, c'était déjà très chouette. Et elle rentre et elle me dit, inutile de vous dire que le jour du diagnostic, je suis pas en pleine forme, carrément plutôt à plat. Et elle me dit, écoute Delphine, j'ai vraiment quelque chose à te dire. Le moral, c'est 90% de la guérison. Alors,
à ce moment-là, j'ai pas tout à fait le moral. Donc, si vous faites un tout petit jump, vous vous dites, ok, j'ai pas le moral, je vais mourir. Donc, ça a été vraiment, peut-être que j'avais déjà entendu cette phrase, ou peut-être que je l'avais dite, je n'en sais rien. Et c'est une phrase qu'on entend, mais quand on est soi-même confronté, elle est lourde, quoi. C'est une phrase qui induit une injonction, c'est une phrase qui peut induire une injonction, donc t'as intérêt à avoir le moral tout le temps, hein, il faut garder le moral, il faut être forte, il faut être courageuse, de la culpabilité, le jour où j'étais vraiment à plat. Donc, c'est des phrases qui sont hyper lourdes. Alors, bon, voilà, elle rentre avec son petit bouquet de fleurs, elle me dit ça, boum. Et puis, le mari me dit après, ah, cancer du sein, tu vas reconstruire pour ton mari quand même, hein. Donc là, je me suis dit, oui, c'est compliqué. Donc, voilà. Et j'ai été confrontée très rapidement à plein de petites phrases comme ça. Une autre elle me demandait comment ça allait. Et je parlais parfois des pourcentages négatifs que j'entendais, de rechutes, des charmants voisins, j'entends. Je lis dans le chat. Et j'entendais parfois des pourcentages de rechutes. Parfois, j'entendais pas toujours C'était vraiment une proche en plus qui me disait, mais pourquoi tu entends du négatif? Mais, on a aussi le droit d'entendre le négatif, quoi. On peut pas entendre tout le temps le positif. Ça équivaut à dire, tu dois être tout le temps positif, tu dois pas entendre le négatif, tu dois être tout le temps forte. C'était hyper dur parce que ça, c'est minimiser ce que l'autre sent. Et je trouve c'est très compliqué quand l'autre minimise ce qu'on ressent ou ne légitime pas les émotions négatives qu'on peut avoir. Et moi, je trouve honnêtement que parfois les émotions négatives permettent de toucher un fond et puis pouf, de donner un petit kick pour se remonter. Donc voilà, c'était pas évident ces remarques. Alors moi, je dis aussi que je me suis retrouvée avec une femme dont le fils avait un glioblastome, mais vraiment déjà très avancé, et j'ai dû la consoler. Et je me suis retrouvée moi-même pas bien, en fait, en me disant qu'est-ce que je peux lui dire, qu'est-ce que je peux pas lui dire, alors que j'ai fait ce petit guide et que j'ai travaillé pendant 1 an là-dessus. Donc, voilà, j'ai essayé vraiment de rassembler pour tous les aidants qui sont là, vraiment les petits tips and tricks, qu'est-ce qu'on peut toujours faire et qui marche toujours pour consoler une personne malade. Donc ça, c'est pour les aidants. Et qu'est-ce que nous, on peut faire comme patients pour ouvrir le dialogue, dire avec bienveillance, en fait, non, c'est pas OK de dire ça. C'est pas OK de dire ça. Est-ce que je peux t'expliquer? C'est OK que j'ai compris que tu le disais parce que tu veux me rassurer, mais tu dois comprendre que moi, ça me fait ça et que ça me donne l'impression de ça. Est-ce qu'on pourrait reformuler? Et donc, voilà. Donc, je m'adresse vraiment à vous deux, quoi, aidants et patients. Et c'est important d'expliquer. Alors, j'ai envie de prendre, par exemple, une phrase qu'on entend souvent. Bon, là, je sais que c'est tout cancer confondu, mais on entend souvent un cancer du sein, c'est un cancer qui se soigne très bien. Alors, il y a des contextes différents aussi. Si maintenant mon oncologue me regarde dans le blanc des yeux et me dit, écoute Delphine, on est en 2025, il y a des bons traitements, tu sais, je suis confiant, le cancer du sein, ça se soigne bien. Un contexte, ok? Deuxième contexte, une autre sœur de combat en face de moi, on se serre dans les bras et on se dit « Oh là là, on a quand même de la chance, il y a 40 ans, on n'aurait pas été soigné comme ça. Maintenant, on a des bons traitements. Quand même, on a de meilleures chances de guérir. Le cancer du sein, ça sonne bien. » Deuxième contexte. Une autre voisine que je connais pas du tout qui me dit « Mais enfin, le cancer du sein, c'est un petit cancer, ça soigne bien. Ça aurait pu être pire. » Vous entendez la différence de contexte pour la même phrase. Donc, on est vraiment dans des zones différentes. Et donc, voilà. Moi, en tout cas, un petit conseil que je peux donner. Alors, je m'adresse aux aidants. Quand on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux toujours faire parler l'autre. Quand on sait, parce que c'est normal qu'il y ait une tension entre la personne non malade et non malade. On a une tension entre les deux. Et pour parler de cette tension, la personne non malade va essayer de se mettre parfois au même niveau que la personne malade. Et donc, on peut entendre des trucs aussi fous que
moi, par exemple, j'étais hyper fatiguée suite à une chimio et la personne me demande, tiens, ça va? J'ai dit, bah oui, je suis un petit peu fatiguée avec la chimio. Et tout de suite, elle a voulu se mettre au même niveau, mais en fait, ça partait d'une bonne intention. C'était, oui, mais enfin, moi aussi, je suis hyper crevée en ce moment. Puis, on est tous crevés, alors qu'on n'est pas du tout dans le même truc, quoi. Donc, en fait, la conversation se retournait vers elle et elle minimisait ce que moi je ressentais, quoi. Donc voilà. Après, j'ai envie de parler d'un point important. Les personnes malades ont tendance à s'auto-saboter. Et donc, voilà, dans ce cas de cette personne qui m'a dit, oui, mais moi aussi, je suis fatiguée, c'est l'hiver, on est tous malades et tout, bah, je vais plus dire grand chose, quoi. Je vais un peu m'auto-saboter, je vais dire, ouais, bah oui, on est effectivement tous malades, et puis voilà. Donc, il y a parfois cette tension, et parfois les personnes veulent bien faire, essayer de dire que eux aussi ont des problèmes. J'ai entendu des trucs débiles, pour essayer d'être au même niveau, ou alors de combler les blancs et de dire en fait un peu n'importe quoi. Mais donc quand on ne sait pas quoi dire, il vaut mieux ne rien dire et de faire parler la personne malade en disant comment tu te sens, est-ce que je peux faire quelque chose pour t'aider, est-ce que tu peux me raconter ta première opération, comment s'est passée la chute de tes cheveux. Quand on sait vraiment pas quoi dire, plutôt que de s'embarquer dans des ah ben la voisine de ma voisine et puis je connais la copine d'une copine qui a eu ça. Enfin voilà, c'est vraiment de se focaliser sur la personne malade quand on ne sait pas quoi dire. Donc voilà, et d'essayer donc là, je me réadresse de nouveau aux personnes malades, quand vous êtes sujet à ça, parce que j'ai jamais entendu de patient qui n'était pas sujet à ça, de vraiment vous exprimer, pas garder ça pour vous, en n'étant pas bien, en se rongeant, parce que ça peut vraiment créer une grosse distance. Et d'essayer d'ouvrir le dialogue et de dire comment vous vous sentez, quoi. Et de dire non, c'est pas juste, en fait, de dire que c'est un petit cancer. Moi, j'ai pris une bombe en pleine gueule, j'ai pris un 3 tonnes dans la figure. Ne me dites pas ça. Voilà. Et puis, tout le monde ne soigne pas du cancer, tout le monde ne guérit pas du cancer du sein. On peut pas dire des choses comme ça. Et s'il vous plaît, ne minimisez pas ce que je ressens. On peut le dire avec bienveillance. Et puis surtout, il faut leur donner ça. Et comme ça, voilà. Mais voilà, donc voilà un peu de théorie autour de ça, et je serais vraiment super contente de récolter un petit peu, de répondre à vos questions. Et Fanny, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, parce que c'est vrai qu'on va parler là-dedans des injonctions, des leçons moralisatrices, des conseils non sollicités, enfin de plein de choses. Non, par rapport à ce que tu as dit, puis ensuite on va donner la parole aux personnes parce que je crois qu'on avait reçu des questions en amont. Juste une petite précision médicale. Donc non, les études n'ont absolument pas démontré que rester dans un état d'esprit positif ou ne pas faire de dépression, enfin, il n'y a aucune corrélation retrouvée scientifiquement entre le moral et le soin du cancer. Dommage, hein, sinon on mettrait tout le monde sous antidépresseurs et tout le monde serait guéri et ce serait juste génial. J'aimerais beaucoup, mais ça n'est pas le cas. Et bah voilà, c'est une injustice. Il peut y avoir des personnes qui ont eu un moral vraiment de combattant, toujours positif et optimiste, et qui hélas sont décédés de leur cancer. Et puis il peut y avoir des gens ultra négatifs, toujours en train de râler et qui ont guéri. Alors après, évidemment, d'être plutôt optimiste, bah, ça permet de lutter un peu mieux contre la fatigue, d'être un petit peu moins anxieux, de bien se rendre à ses rendez-vous médicaux, de faire de l'activité physique, etc. Donc, et de mettre de l'énergie là où il y en a besoin. Alors que quand on fait une dépression, bah, forcément, on doit mettre aussi de l'énergie dans le soin de la dépression. Donc, évidemment, en tant que psychiatre, je ne vais pas vous dire faites la tronche et soyez déprimés parce que de toute façon, ça n'aura pas d'impact. Évidemment que pour tout le monde, maladie du cancer ou pas, c'est quand même mieux d'avoir un bon moral et il faut s'en préoccuper. Mais néanmoins, voilà, il n'y a aucune corrélation. Donc, quand on vous dit sois positif, le moral c'est 90% de la guérison, eh bien vous pouvez leur donner mon portable et je leur enverrai, je les inonderai de littérature et de paperasse à lire pour leur dire que non, ça n'est pas le cas et qu'on a le droit de pas aller bien. En revanche, si on est
jamais bien, alors peut-être il faut voir quelqu'un pour aller mieux. Et ça, c'est un autre sujet. Moi, je voulais surtout rebondir là-dessus. Je ne sais pas si on a déjà des questions ou si on en a reçu en amont, Sarah. Ouais, on en a reçu en amont. Delphine, tu as parlé des injonctions, de la minimisation, du fait de comparer, et aussi des fausses croyances. Mais il y a un sujet qu'on n'a pas encore abordé, c'est le silence. On a reçu en fait un témoignage, le témoignage de Bernard, qui nous disait: mes proches m'ont posé peu ou pas de questions sur ma maladie lors du diagnostic et du traitement ensuite. Ça a créé une véritable frustration de mon côté, frustration que je leur ai ensuite partagée, mais ça n'a pas changé grand-chose en termes de communication. Avec le temps qui passe, la période aiguë s'est éloignée et je vois que c'était probablement complexe pour eux d'en parler avec moi. J'ai envie de leur pardonner ce manque de communication et je crois en fait que ça ferait aussi du bien mentalement et pour nos relations. Est-ce que vous comprenez ce genre d'expérience? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, j'ai envie de dire quelque chose d'important, c'est qu'une très proche à moi a disparu. Et j'ai pas jugé ça. Je me suis dit, voilà, c'est peut-être très difficile pour elle, mais j'ai appris après qu'elle venait de perdre une amie une de ses amies que moi je ne connaissais pas. Et donc, je n'ai pas su ça. Et voilà l'explication qu'il y a eu plus tard. Donc, en fait, s'il y a un silence qui est très lourd, qui est pesant, pourquoi ne pas adresser la question? Pourquoi ne pas... Parce qu'il y a peut-être quelque chose une personne qui disparaît complètement alors que c'était une personne proche, je peux pas croire qu'il n'y a pas quelque chose. Et si on peut peut-être mettre des mots là-dessus, parce que peut-être que effectivement cette personne, le silence des proches, c'est parce qu'ils savent pas quoi dire. Donc en fait, c'est de la maladresse. Ils ont peur de commettre des maladresses, donc en fait ils ne disent rien. C'est dommage parce que peut-être qu'ils ont envie de dire quelque chose, mais ils ont tellement peur. Peut-être que si ce sont des collègues qui sont hyper silencieux, en fait, que peut-être qu'il y a pas peu de temps, un des collègues a perdu sa maman ou un ami et en fait a peur. Donc, je pense qu'il y a quand même souvent une explication à un silence qui est inexpliqué et de se dire quand même voilà, est-ce qu'on n'adresserait pas, parce que le patient, il souffre de ce silence, donc il se dit, voilà, est-ce que tout à coup je suis devenu contagieux, il n'y a plus personne qui me demande quoi que ce soit, c'est une maladie honteuse, on n'a pas envie d'en parler, c'est un tabou, c'est hyper difficile pour le patient. Et puis peut-être que l'aidant ou le proche ou le collègue, il est aussi dans une situation où il est hyper inconfortable et finalement il y a un silence de plus en plus lourd qui s'installe, alors que on aurait peut-être pu adresser le problème et se dire au fond avec bienveillance, quoi. Est-ce que tu te sens mal? S'il y a moyen d'adresser cette question. Après là, je vois que cette personne qui a écrit, elle l'a écrite après, mais je sens qu'il y a encore un poids. Donc peut-être que ça vaut la peine de crever l'abcès et peut-être de comprendre et de se tomber dans les bras l'un de l'autre et de se dire en fait je savais pas quoi te dire, peur d'être maladroit, mais en fait j'avais envie d'être là, et il n'est jamais trop tard. En tout cas, parler, ça c'est une certitude. Bon, je vois dans la question que la personne, elle dit frustration que je leur ai partagée et qui n'a pas changé grand-chose en termes de communication. Donc visiblement, elle a déjà quand même essayé. Bon, après, de toute façon, pour moi, je vois aussi Séverine, il me semble, dans le chat, qui dit que son frère ne donne plus de nouvelles depuis qu'il sait qu'elle est atteinte d'un cancer. C'est ce que j'ai cru voir. De toute façon, en effet, je pense qu'il faut aller jusqu'au bout. Il peut y avoir des explications, pas toujours, mais il peut y en avoir. Ça peut avoir un retentissement sur sa propre histoire. Ça peut faire peur. Ça peut être, encore une fois, le silence est une maladresse. Parfois, la pire des paroles, c'est justement rester silencieux. Et puis, il faut aussi se dire qu'au pire du pire, ça peut permettre de trier un peu le grain de livret. Peut-être qu'on va perdre des personnes, mais comme dans d'autres événements de vie, quand on divorce, on a des bons amis qui disparaissent du jour au lendemain, comme si c'était contagieux. Quand on est au chômage, on a des amis que l'on pensait proches et qui disparaissent. Parfois, il y a des personnes, des proches qui disparaissent et dont on n'entend plus parler lors des événements difficiles. Bon, alors en ce cas... peut-être que c'était pas des personnes
si proche que ce qu'on aurait imaginé, et ça peut permettre aussi d'avancer. Mais avant de le faire, pour être bien droit dans ses bottes et se dire qu'on est allé au bout, justement, il faut il faut essayer d'amener la communication jusqu'au bout, ou bien il faut aussi, comme la personne le suggérait, peut-être essayer de pardonner si c'est possible, mais c'est dur, je pense. Oui, et à contrario, il y a des personnes qui tout à coup apparaissent, quoi. Exact. Qui n'étaient pas du tout proches et puis qui tout à coup sont très Ah, mais proches. Donc il se passe pas également, il y a de l'histoire, etc. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres Oui, questions. je crois qu'il y a plein de choses. Il y a une histoire de culpabilité. Sarah, je crois que Sarah, elle avait reçu des questions. Ouais, justement, d'ailleurs, une question sur la culpabilité qui fait lien. On a reçu une question en amont du rendez-vous sur la culpabilité, et je vois qu'il y en a aussi une de Sylviane dans le. C'est terrible. Et en fait, c'est en lien, en plus, les deux, c'est en lien avec de la nourriture. Sylviane dans le chat qui dit que, en fait, sa maman l'a culpabilisée à cause de la nourriture, et en amont du chat, du rendez-vous, on a reçu un témoignage qui disait qu'on lui avait dit que c'était à cause des madeleines qu'elle avait mangées qu'elle avait attrapé son cancer. Et d'ailleurs, cette personne nous a dit qu'elle avait mangé toutes ces madeleines et qu'elle était très contente et qu'elle avait pris plaisir à les manger. Mais c'est vrai que c'est un peu, c'est faire culpabiliser les gens. Et voilà, je pense qu'il y a de nombreux exemples autour de ça. Oui, et le cancer est multifactoriel, donc on peut pas donner une cause précise. Alors, culpabilité, ça va servir à quoi? Conseil non sollicité, ce qui est très très compliqué pour un malade du cancer, d'autres maladies aussi, c'est tout à coup se retrouver avec un paquet de gens qui ont des espèces de croyances, parce qu'il y a énormément de mésinformations. D'ailleurs, je conseille à tout le monde la nouvelle série Netflix qui s'appelle Apple Cider Vinegar, sur vraiment la mésinformation en oncologie. Donc ça, c'est très important. Et puis, on n'impose pas ça à quelqu'un qui a un cancer. Moi, j'ai entendu mon lot de tu dois jeûner, tu dois boire des jus verts, peut-être que t'as pas fait ça. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça là, à l'heure actuelle, avec le diagnostic? Regardons vers l'avant, ne culpabilisons pas les gens malades, ça sert à rien. Enfin, n'hésitez pas à répondre que ça vous aide pas d'entendre ça, que c'est terrible, qu'il n'y a pas d'études, qu'il n'y a pas. Alors de nouveau. C'est de la maladresse. Est-ce que ça rassure la maman de, je crois, c'est quoi, c'était Sylviane. Enfin, je sais pas en quoi ça la rassure, mais je trouve ça, comment ça fait avancer le schmilblick et la conversation, en fait. Ça ne fait que créer un froid, de la culpabilité. C'est déjà, je pense, enfin, je sais pas si tout le monde a tous les patients du cancer, on a quand même un petit moment où on se dit, merde, qu'est-ce que j'ai fait de travers pour attraper ce cancer, quoi. Je pense que là, je l'ai entendu de centaines de patients. Oh, mince, j'étais trop stressée. J'ai quand même pris un petit verre de pinard de trop de temps en temps. J'ai pas fait assez de sport. Oh là là, j'ai pas bien géré mes émotions. On se le dit déjà assez. Alors franchement, on n'a pas besoin d'une couche en plus, quoi. Ça sert à rien. Et comme on disait avec Fanny off micro avant le webinaire, enfin le rendez-vous, il y a tellement de fausses croyances. Il faut arrêter avec ça. Basons-nous sur des choses scientifiques, et puis c'est multifactoriel. Il n'y a pas une raison, quoi. Donc voilà, c'est très compliqué, la culpabilité. Et puis c'est la culpabilité par rapport aux émotions, par rapport à la nourriture, pas assez de sport, t'as pas réussi à gérer tel trauma, t'as pas eu d'enfant, t'as pris la pilule, t'as fait des fécondations in vitro, t'as fait trop de ceci, t'as fait trop de cela, ou pas assez de ça. Non. Non. Voilà. Je sais pas ce que tu veux rajouter, Fanny, mais j'ai pas de papier de littérature scientifique sur la corrélation Madeleine et cancer, hein. Mais celle-là, je trouve que c'est quand même. Mais effectivement, pareil, là, on est au-delà de la maladresse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du collectif qui doit vraiment être encore beaucoup travaillé. Ce sont des maladies qui sont encore très stigmatisées, très tabous. Les gens
ils croient vraiment. Donc en plus, en fait, c'est le pire, c'est je pense qu'ils y croient. On est vraiment dans de la fausse croyance et c'est quelque chose qui se travaille collectivement et, par des guides comme le tien, comme l'association Rose Up, comme notre application Résilience, qui sont voilà fondées sur la littérature scientifique et médicale. Le cancer, on le sait, c'est multifactoriel et mais il y a encore tout un tas de personnes qui sont emprisonnées dans ces fausses croyances. Donc là, presque, je trouve ça quasiment presque plus facile. Parce que vous, en tant que patient, j'espère que vous le savez, que c'est multifactoriel, que c'est comme ça. Et en fait, là, il faut tout de suite que psychologiquement, vous vous mettiez dans un état de blocage, de non-réception de l'information, tellement c'est saugrenu, en fait. Donc, j'imagine que c'est pas évident, mais en fait, moi, en tant que médecin, ça me paraît tellement saugrenu qu'il faut tout de suite se bloquer, quoi. Oui, alors on est vulnérable et on est dans une période d'extrême vulnérabilité. Donc c'est vrai que la culpabilité vient rajouter à la difficulté des examens, à l'incertitude. Je le fais dans le chat. Il y a le programme anxiété maintenant qui est sorti dans l'application Résilience. Et justement, il y a quelque chose qu'on fait beaucoup en psychiatrie pour les patients qui souffrent de cancer, qui s'appelle le schéma de la culpabilité, le camembert de la culpabilité, où de façon objective, vraiment raisonnée, rationnelle. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui a un cancer du poumon alors qu'il a fumé pendant 30 ans, oui, il va culpabiliser, il va se dire je suis vraiment trop con et j'aurais mieux fait de pas fumer ou j'aurais mieux fait d'arrêter quand on me l'a dit, etc. Mais c'est jamais 100% c'est jamais 100% de responsabilité. Dans la culpabilité, il y a la notion d'intentionnalité. En juridique d'ailleurs, c'est ça. On est coupable si on a eu l'intention de. Bon, c'est pas parce qu'on fume qu'on a eu l'intention d'avoir un cancer. Donc déjà, à partir de ce moment-là, la culpabilité, elle ne peut pas être à 100%. Devant un jury, vous seriez déclarés non coupables, les uns et les autres. Et puis en fait, c'est aussi, même quelqu'un qui a fumé toute sa vie, c'est aussi l'industrie du tabac, c'est aussi, peut-être, j'en sais rien, le médecin traitant qui aurait dû lui dire plus tôt, c'est aussi le scanner qui aurait dû être pris plus tôt, mais il n'y avait pas de place. La culpabilité, elle est jamais à 100%. Donc, il y a des exercices dans Résilience qui vous aident à travailler sur ces schémas. Et ça fait pas avancer. Alors, dans le cas de Siviane, c'est compliqué pour une maman. C'est vraiment. Moi, j'ai entendu. Oui, j'ai eu des maladresses de très très proches. Parfois, c'est les plus proches aussi qui peuvent commettre les plus grandes maladresses parce qu'il y a de la souffrance, il y a un sentiment d'impuissance, de pourquoi elle. C'est compliqué. Donc, il y a un sujet dans le chat et Sarah, tu vas y venir, je pense, au sujet un peu des maris, des proches. Ouais, des maris. Les maris là, dites-moi les maris. Je sais pas s'il y a des maris dans la salle, mais va falloir un peu bosser. Hein. Tu parlais des gens justement les plus proches où ça pouvait être le plus compliqué. Effectivement, on a 2 témoignages dans le chat. Un premier témoignage qui dit « J'ai un cancer du sein et mon mari fait comme si de rien n'était. Il ne m'a pas aidé, sauf à m'accompagner des fois au rendez-vous. Ma fille m'a aidée dans la mesure de son possible, mais quand je disais que j'étais très fatiguée, mon mari me disait aussi que ce n'était pas bien et que je devais continuer mes tâches. » sauf le ménage, puisque j'ai eu l'aide d'agents de nettoyage. Et aussi, un autre témoignage, c'est mon époux est maladroit, c'est quand je lui ai appris que j'avais un cancer, tu vas pas chialer, tu n'es pas seule, il y a plein de femmes comme toi. Le fait que je pleure car je me rase la tête, arrête de pleurer, tu vas plomber tout le monde. Et je lis exactement, je lui ai répondu, essaie de te mettre à ma place. Et il m'a dit qu'il prendrait volontiers ma place s'il le pouvait. Mais on entend des choses, on entend les deux là-dedans. On entend une souffrance énorme en fait je mettrais bien la place de l'autre, mais je commets des maladresses. C'est quand même souvent les très très proches qui savent pas quoi. Il y a de la souffrance et qu'est-ce qu'on peut
commettre des bourdes avec de la souffrance. Moi, voilà, mon mari dans la pièce à côté, il a aussi commis des bourdes énormes, mais je sais que c'est des blessures d'enfance, c'est de la peur, c'est même mes propres enfants aussi, hein, terrible. C'était aussi pour marquer une certaine distance. Donc c'est vrai que c'est très très compliqué pour la personne malade, mais ça vaut quand même la peine d'adresser ces choses-là et de pas rester dans la souffrance. Le pire dans tout ça, c'est vraiment d'être isolé. On est déjà très seul dans la maladie. Ne rajoutons pas de la solitude en plus. Alors les personnes qui sont très chouettes aussi, qui ont un chouette rôle là-dedans, parce que là j'entends que c'était des cancers du sein notamment, c'est peut-être d'aller voir la kiné avec le mari, parce que la kiné, elle masse souvent les seins et tout ça, donc il y a de l'intime, et peut-être de faire venir le mari, c'est une possibilité, et d'adresser toutes ces questions-là avec le mari chez la kiné ou chez la psy, évidemment, Ouais, Fanny. c'est ce que j'allais dire. Moi, peut-être que quelques séances de thérapie de couple, d'aller avec le mari, parce que là, du coup, ce sont des maladresses qui pourraient confiner à la méchanceté. Hein. C'est vraiment, c'est dur comme propos. Mais en effet, peut-être que, évidemment, en fait, on aime bien que les autres, ceux qu'on aime, soient invulnérables. Dès qu'ils sont malades, on a peur, en fait, et donc on peut être agressif. Même moi, mes enfants, quand ils ont la grippe, bah, parfois ça m'énerve et je vais pas être sympa avec eux, mais parce que j'ai peur en fait, je pense. Donc j'imagine à ma petite échelle et à ma petite hauteur, pour le proche que l'on aime le plus et pour un cancer et pas une grippe, eh ben, il peut y avoir en effet de l'agressivité. Mais si c'est trop, là, c'est pas possible. Et je pense que dans la situation qui est décrite dans le chat, il faut crever l'abcès et il faut crever l'abcès avec un tiers. Kiné, comme tu le disais, je ne sais pas si c'est possible, ou en tout cas psy. Là, il faut voir, ou peut-être le médecin traitant en première intention, mais là, il faut y aller à deux et poser un peu, poser un peu tout ça, quoi, et réussir à dénouer, à voir un peu ce qu'il y a en dessous, parce que là, c'est trop dur, ça peut pas continuer comme ça. Ça peut vachement isoler, quoi. Ça peut vraiment créer une distance. Après, je trouve que c'est bien aussi de rejoindre des communautés, des groupes de soutien, des groupes de parole, pour pouvoir aussi partager par rapport à ces maladresses avec d'autres personnes et de se sentir moins seul dans ce qu'on vit, et peut-être d'entendre que d'autres personnes ont aussi entendu des choses comme ça, et de pouvoir en parler. En fait, moi, je trouve le pire dans cette maladie, c'est vraiment l'isolement et de pas pouvoir partager avec les autres. Et oui, un psy, un médecin traitant, la kiné, j'entends de plus en plus de kinés qui sont, voilà, en fait, quand on est chez la kiné, d'abord on est dénudé, on partage beaucoup d'intimes et tout ça. Si le mari peut être là, c'est une bonne idée, quoi. Mais une tierce personne, comme tu dis, Fanny, parce que voilà, oui, parce qu'en tout cas, ce qu'on voit dans le chat, que ce soit Sylvie ou que ce soit, je sais plus quelle était la personne qui parlait aussi de son mari, son mari qui lui disait arrête de chialer, et Sylvie, le mari est abattu quand elle est fatiguée. Le point commun de tout ça, c'est un peu comme l'exemple que je donnais tout à l'heure. Dès que le proche est en souffrance et diminué en fait, et qu'on sent sa vulnérabilité, il est fatigué, il est en train de pleurer. Bah en fait, nous, parce qu'on l'aime, on supporte pas et qu'on le voudrait invulnérable et immortel, et ça nous renvoie trop d'angoisse et ça fait de l'agressivité. Mais ça, il faut pouvoir le verbaliser auprès d'un tiers, c'est mieux. Sarah, il y a encore des choses dans le chat, je pense. On a reçu là justement, enfin on parlait d'agressivité et de distance. Et en fait, on a un témoignage qui dit aussi tout l'inverse et qui dit que c'est pas évident à gérer. C'est Delphine qui dit bonjour, il y a quelque chose que je trouve blessant et déprimant, c'est de vouloir rassurer systématiquement en disant que c'est peut-être une métastase, peut-être pas une récidive, peut-être pas une métastase, peut-être pas une récidive. Oui, mais et en fait, elle dit oui, mais si c'en est une avec beaucoup de métastases, on est fichu alors. Moi, j'ai 3 récidives, 11 métastases, je suis en pleine forme et heureusement que mon oncologue est super confiant dans sa science. J'en ai marre d'être vue comme le scénario catastrophe alors que je me sens très bien. Donc, comment est-ce qu'on peut aussi, face aux personnes qui sont dans l'inverse, comment est-ce qu'on peut essayer de calmer le jeu?
Parce que, mais c'était quoi le début? C'est qu'elle disait que tout le monde la voyait comme de vouloir rassurer systématiquement en disant que c'est peut-être pas le pire des scénarios, c'est peut-être pas une métastase. C'était à elle de rassurer les proches. Ça aussi, finalement. Là, finalement, le proche est tellement atteint qu'il faut le rassurer. Mais non, t'inquiète, ça va aller. C'est lourd aussi, ça, hein? Ouais. Ben là, de nouveau, je trouve que là, dans ce cadre-là aussi, peut-être d'aller consulter quelqu'un pour remettre chacun retourne bien dans son rôle, parce que c'est pas la charge mentale de la maladie est déjà assez élevée. Si en plus il faut aller rassurer les proches, c'est compliqué, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, il y avait un témoignage en ce sens qui disait ne sachant pas comment gérer la maladie alors que je gère seule, c'est plus simple pour moi car je ne veux pas avoir à le rassurer pendant les rendez-vous médicaux, par exemple. C'était Virginie qui disait ça. Oui, mais c'est ça. Mais en ce cas, le proche, il faut l'emmener au rendez-vous médical, en fait. Ouais. Il faut préparer le rendez-vous avant. Il faut qu'il, lui, puisse aussi avoir l'opportunité de poser ses questions. Et il faut pouvoir lui dire, tu sais, moi, je suis la patiente, en fait, ou le patient. Donc, je peux pas te rassurer. Je peux pas être des deux côtés en même temps. Si tu as besoin d'être rassuré / informé, en fait, on va en parler avec la personne qui est compétente en la matière et donc l'oncologue. Et donc, tu viens avec moi au rendez-vous, on voit si on peut faire 10 minutes ou toi tu parles avec l'oncologue seul si tu en as besoin, mais je ne suis pas, je comprends que tu aies ce besoin et que parce qu'il y a aussi, je trouve chez les proches, il y a une notion vraiment d'impuissance. Donc en fait, ça leur donne l'impression de reprendre un peu le contrôle, de faire des maladresses, de conseiller, arrête de manger des madeleines, fais plus ceci, t'aurais pas dû faire cela. En fait, on perd totalement le contrôle. La maladie, il faut savoir que c'est quand même quasiment le seul truc, peut-être avec la météo, sur lesquels on n'a aucun contrôle aujourd'hui. Et donc, l'humain, il déteste ne pas avoir le contrôle. Il déteste ne pas prévoir. Il est plutôt conçu pour contrôler, prévoir, maîtriser les situations. Et quand on est le patient, au moins, on a l'impression d'avoir une forme de maîtrise. On peut faire des choses, aller à nos bilans, faire notre traitement, etc. Quand on est l'aidant, on n'a vraiment plus de maîtrise. Donc, donner des conseils, faire des reproches, en fait, c'est une façon de reprendre le contrôle. Mais donc, là, il faut pas hésiter à repasser la balle en disant, tu veux un peu contrôler, tu veux maîtriser, tu veux savoir des trucs, ok, tu vas chez l'oncologue, en fait. Mais c'est pas à moi de faire ce job. Vas-y, Sarah. Et puis reprendre le contrôle aussi, c'est toutes des injonctions, hein, de nouveau. Hein. Enfin, moi, je suis injonction égale poison, comparaison égale poison. Donc, les trois, ça rime. C'est vraiment sois forte, sois positive, ne lâche rien. Le vocabulaire, moi je trouve, là l'autre jour j'entendais encore à la télé, c'est pénible ce vocabulaire de combat, il a gagné son combat contre la maladie. Moi parfois je trouve que ça peut être dur, c'est vrai que c'est bien, hein, d'être combatif, c'est important, mais tout ce vocabulaire, il peut aussi être un peu angoissant pour la personne en souffrance. J'entendais ça l'autre jour dans les médias, là, je sais plus de qui on parlait, mais quelqu'un qui avait visiblement gagné son combat contre la maladie. La journaliste disait ça comme ça et je disais, oh là là, toi. On ne gagne pas ou on ne perd pas, mais la seule chose, en fait, si le malade adore ce vocabulaire de guerrier, de combatif, de Amazon, de tout ce que tu veux, tant mieux. Mais ce qui est terrible, c'est l'injonction. C'est ça, l'employé à la place de l'autre. Faut que tu sois exactement, etc. C'est ça, ouais. C'est ça qui est. Et alors, il a perdu son combat contre la maladie. Tu te dis, alors là, c'est encore mieux. Là, on ne dit pas. Mais c'est vraiment toutes ces. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça? Est-ce que tu as trouvé un sens? Tu dois trouver un sens. Tu dois te réinventer. Tu dois être résilient. Tu dois rien lâcher. Enfin, tous les tu dois, il faut et tu dois, il faut. C'est toujours très, très, très compliqué et on évite. Et comme tu dis, Fanny, c'est aussi un moyen pour l'autre d'essayer de reprendre un peu le contrôle. Oui. Voilà, de contrôler de manière très maladroite, quoi. Voilà. Sarah, il y a des...
Il y a beaucoup de réactions à ce que vous racontez, à ce que vous dites, avec aussi des bonnes résolutions. Sylviane qui disait qu'au prochain rendez-vous, par exemple, elle amènerait sa mère avec elle et comme ça, elle sera pas seule. C'est génial. Tiens, Marjorie qui pose une question. Ouais. Comment trouver la bonne balance en tant qu'aidant pour faire parler son proche, comme vous disiez, Delphine? Cela m'est arrivé avec une proche que j'ai questionnée et avec le recul, je pense que c'était presque plus pour moi, pour tenter de faire sens de ce qui se passait. Elle m'a arrêté très vite en disant qu'elle n'était pas prête à y répondre et je me suis sentie coupable de lui ajouter cette charge mentale. Donc, qu'est-ce qu'elle a posé comme question là? Justement, Marjorie. Et puis tu vas compléter, Delphine. En fait, c'est une proche là qui nous parle. C'est une aidante qui nous parle, Marjorie. Et en fait, elle trouve, hein, elle a questionné, son proche sur la maladie. Et en fait, et elle dit avec le recul, c'était peut-être presque plus pour moi, pour essayer de comprendre, etc. Et sa proche malade lui a dit non, mais je t'arrête tout de suite, je veux pas répondre. Et Marjorie s'est sentie assez coupable de cette charge de lui imposer une charge mentale en plus. Bon, moi déjà là, je trouve que Marjorie, ben non, vous avez bien fait. Je trouve qu'encore, enfin, il faut tester. Et je trouve que la personne en face, elle a bien fait aussi. Elle a osé le dire. C'est top. Moi, je trouve que ce qui est hyper important entre les aidants et les malades, c'est de dire en fait, qu'est-ce qu'il te faut? Est-ce que toi, tu as envie de faire comme si de rien n'était et que justement, je sois la bonne copine et que je t'emmène au ciné et manger une glace parce que tu n'es pas qu'une patiente atteinte d'un cancer, tu es aussi ma bonne copine et on va continuer de faire ça? Ou est-ce que, au contraire, tu as envie que je te pose des questions sur ta maladie et tu serais vexée si je te les posais pas? Moi, je trouve qu'au début, en fait, il faut mettre le truc à plat. Voilà, t'es malade, t'as un cancer. Moi, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment je t'aide? Je t'aide en te changeant les idées. On n'en parle pas parce que tu veux pas. Et nous deux, on ricane et on parle de la vie de tous les jours. Ou au contraire, je t'aide en t'en parlant et en te posant plein de questions. Ou je t'aide en te faisant tes courses et en t'amenant de la tarte aux pommes ou en te faisant tes paperasses. Qu'est-ce que tu attends de moi? Donc, moi, je trouve que Marjorie, bah, c'est génial. Non, elle lui a pas ajouté de la charge mentale parce qu'ensuite, la patiente, elle l'a arrêtée. Elle lui a dit, je veux pas qu'on en parle. J'imagine que Marjorie, elle a respecté ce souhait. Et après, hop, ça a déroulé. Moi, je trouve que c'est une situation. Mais ça fluctue en plus, donc ça fluctue. Mais par contre, ce que je trouve très important, c'est quand même de recevoir un espace pour pouvoir parler de cette maladie. Parce que quand tu te retrouves à des événements avec des proches où il y a personne qui te demande comment tu vas, ça entraîne de la solitude, quoi. Alors c'est vrai que des événements où on ressort un peu en société, tout ça, c'est pas devant tout le monde, on a tendance à s'auto-saboter, hein, donc de dire oui, tout va bien et tout ça, mais d'avoir quand même des proches qui disent est-ce que tu as envie d'en parler? Comment tu te sens pour le moment? Et alors, si moi, j'ai pas envie d'en parler, du coup, je le dirai. Mais je vous jure, ça fait toujours du bien d'avoir quelqu'un qui demande comment tu te sens, est-ce que tu as envie d'en parler? Ne pas avoir cet espace est une source de souffrance. Et on peut se sentir très vite isolé en disant, mais merde, en fait, il y a personne qui me demande, mais je suis en train de traverser un bazar ici et personne me pose la question. Donc, voilà, et comme tu dis, Fanny, de mettre ça à plat. Et certains jours, moi, j'avais envie de pas en parler avec ma meilleure copine parce que vraiment, j'avais besoin de déposer des trucs. Et d'autres jours, j'avais juste envie qu'elle me parle de bêtises, de séries Netflix, de ses derniers bouquins. Il fallait faire des voilà, en riant comme des idiotes, mais le lendemain, j'avais probablement envie de parler de nouveau de la maladie. Et en fait, c'est pouvoir se le dire. Mais ce qui est très dur, c'est de pas avoir d'espace. Et de faire comme si… En fait, c'est très important de pas penser à la place de la personne malade et de pas se dire, tiens, ben, elle aura certainement pas envie d'en parler, ou elle aura envie qu'on lui change les idées. En fait, peut-être qu'elle a vraiment envie de parler d'un truc lourd pour le moment. Donc, voilà, c'est vraiment… c'est de dire en fait, de dire avec le cœur quoi. Tu veux Moi, quoi aujourd'hui? J'ai le souvenir d'une patiente qui était hyper vexée parce qu'elle avait continué coûte que coûte de travailler et en fait tous ses collègues, mais en fait par considération pour elle, l'avaient un peu exclue de tous les événements genre after work, verre, parce qu'ils voulaient pas qu'elle soit emmerdée à boire de l'alcool ou à finir tard, la fatiguer. Mais donc elle voyait en plus passer les invitations discrètement, ils s'en allaient tous du bureau et
Et ils avaient fait ça vraiment justement par délicatesse, mais sans en parler avant. Et en fait, elle avait qu'une envie, c'est aller boire un jus d'orange, tant pis, à la sortie du boulot avec ses collègues, et même si elle était claquée, en fait. Oui, c'est vraiment pas penser à la place. Elles se font aussi par les actions et par les silences. Voilà, et là, ça pouvait être partir d'une bonne intention. Après, moi, j'ai dit à cette patiente, non, mais il faut leur dire, parce que peut-être qu'en effet, dites-leur, peut-être qu'ils sont mal à l'aise ou peut-être que c'est autre chose. Et en effet, en fait, ça s'est bien fini, mais il faut le dire, en fait. Ouais, parce que c'est en fait isoler la personne, mais oui, soi-disant avec une bonne intention, en se disant de toute façon elle est crevée et tout ça, mais en fait c'est horrible, quoi. C'est horrible. Donc, mais voilà. Plus incité nulle part, quoi. Sympa. On va bientôt peut-être, on va faire attention à l'heure. Marjorie qui répondait en remerciant et en disant qu'elle avait bien sûr respecté le choix. Mais je pense que, en fait, comme disaient Delphine et Fanny, je pense que du coup votre amie sait qu'en fait si demain elle veut vous en parler, elle le peut parce que vous lui avez donné cet espace à un moment donné. Et je pense qu'effectivement pour elle l'idée c'est qu'elle ne se sente pas seule. Il y avait juste un petit témoignage aussi qui disait, et je pense que ça peut aider vis-à-vis des proches, ou justement quand ils savent pas forcément trop comment réagir. Il y avait Sylvie qui disait: j'ai lâché du lest en laissant mon mari prendre une vraie place dans la vie quotidienne de la maison, en le laissant gérer plus de choses dans la maison. Ça lui a fait du bien, il me l'a dit. Et c'est vrai, il y a peut-être ce sujet, vous parliez un peu du rôle de l'aidant et comment en fait, il peut avoir sa place en fait auprès du patient, et lui laisser cette place-là aussi, ça peut aider la relation. Je pense qu'il faut se poser, il faut se faire une petite réunion de famille, même avec les enfants quand il y a des enfants, se poser et se dire, parce que justement ça va leur donner le sentiment réel d'être acteur, ça va leur faire du bien. On repart sur cette idée de la maîtrise et du contrôle. Comment je peux aider? Eh ben, on va faire un petit planning. Maintenant, c'est toi qui iras chercher les enfants à la sortie de l'école. Le petit, eh ben, on l'implique. Bah ouais, maman, elle est fatiguée, elle est malade en ce moment. Donc, c'est toi qui vas mettre le linge dans le panier à linge. C'est toi qui es responsable. Toi, tu es responsable de vider le lave-vaisselle ou que sais-je encore, de se faire des petits plannings. Et moi, je pense que parfois, les actions sont plus importantes que les mots. Et que quand il y a des maladresses ou qu'on ne sait pas comment se dire les choses, et même parfois ça peut être bien d'agir en fait, et d'en effet s'organiser des petits plannings, de passer à l'action. C'est aussi une bonne façon de montrer son implication et son investissement. Moi, j'ai un petit truc à dire quand même par rapport aux enfants, parce que j'ai 2 fistons très sensibles, et par contre, ils ont eu besoin d'être assez distants et d'être d'être plus distants que ce qu'ils sont normalement en fait. Et donc, je me suis dit, c'était dur. Mais quelque part, je pense que c'était aussi une protection, et j'ai trouvé ça important de respecter ça. De me dire voilà, ils ont besoin de marquer une distance parce que ils sont hypersensibles, et donc c'est leur manière aussi de vivre ça. Donc j'ai souvent entendu dans mon groupe de soutien, lu dans les commentaires, oui mais mes enfants ne m'aident pas, ils font pas ça. Je trouve pas que ce soit non plus c'est pas le rôle ni du mari ni des enfants d'être le psy ou le super aidant 24 heures sur 24. C'est déjà assez compliqué pour des enfants d'entendre que leur maman a un cancer, parce qu'il n'y a rien à faire. Le mot cancer est encore chargé qui dit cancer pense à mort. Et pour des jeunes enfants, c'est terrible. Et donc, c'est vrai que j'essayais dans le groupe de soutien de dire, écoutez, c'est pas leur rôle. Et peut-être qu'ils sont distants, ils sont froids, ils claquent la porte parce qu'en fait, ils sont pas bien. Donc, peut-être une séance avec le psy, peut-être en parler avec le médecin. Mais il y a parfois des âges aussi, évidemment. Et ça, il faut respecter là, je parlais parce que justement, je pensais aussi à cette patiente. Je parlais des enfants qui justement ont envie de s'impliquer, voilà, qui ne savent pas et qui se retrouvent un peu les bras ballants. Mais il faut respecter aussi ceux qui claquent la porte. Oui, il y a parfois des réactions. Si rien n'était. Chez les ados en particulier, là, on reparle de papa, maman, ils sont tellement immortels et invulnérables. Pour un enfant, c'est hyper déroutant de voir son parent malade, et ça peut les rendre agressifs également, ouais.
on va devoir Oui, ou faire comme si de rien n'était. Ça, c'est difficile parce qu'on se dit, mais ouais, c'est. Mais on va peut-être mettre le guide, le Ouais, lien on l'a mis le lien. On l'a mis le lien. Enfin, Lucie l'a mis dans le chat un peu plus tôt dans le. au début, il me Au semble. début. Il sera aussi partagé de toute manière, comme Lucie le disait, dans l'email de replay que vous allez tous recevoir, enfin dans demain ou après-demain. Voilà, donc pas de souci par rapport à ça. On pourra aussi citer les quelques ressources qui ont été mentionnées, le programme sur l'anxiété, le reportage dont tu parlais aussi, Delphine, présent sur Netflix. Voilà, parce qu'effectivement, on arrive à la fin de ce rendez-vous. Il reste uniquement quelques minutes. Peut-être pour clôturer, Delphine, si tu veux, ou Fanny, si vous voulez dire un dernier mot, un message qui vous paraît extrêmement important de faire passer. J'ai l'impression que c'est quand même le dialogue qui est assez souvent revenu. Mais je vais vous laisser conclure et après, je parlerai des prochains rendez-vous. Bah, moi, je dirais oui, vraiment de dire ce qu'on a sur le cœur parce que ça peut un peu tourner au vinaigre. En fait, on peut se sentir très seul. Honnêtement, de donner ça à tous les aidants, c'est gratuit, c'est sur le site, allez-y, imprimez-le. Et voilà, en fait, j'aime bien parler de l'empowerment du patient. C'est vraiment ne soyez pas victime de ça. C'est dur à entendre. Il y a des jours où vraiment on est crevé, on est à plat, on n'a pas envie d'entendre des injonctions, on n'a pas envie de conseils non sollicités, on n'a pas envie de tout ça. Mais n'hésitez pas à dire non, c'est pas ok, ça c'est une croyance, c'est pas justifié, c'est pas scientifique et j'ai pas besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça me fait souffrir, mais ne restez pas seul avec ces maladresses. Ouais. Oui, tout à fait. Dites-vous que vous avez en plus cet argument de vous êtes malade, donc merde, vous avez presque encore plus le droit de dire ce que vous avez envie de dire et de vous affirmer et de bosser votre confiance en vous, votre assertivité. Ça vous servira finalement pendant aussi toute votre vie. Donc apprenez à dire non, apprenez à dire vos émotions, pourquoi ça vous gêne et à proposer des solutions alternatives. Apprenez à dire stop, c'est le bon moment finalement aussi pour le faire et vous allez voir que c'est pas parce que vous le dites qu'on vous aime plus, au contraire on vous aimera mieux de la bonne façon, donc il faut pas avoir peur d'exprimer ce que l'on ressent. Un grand merci à toutes les deux pour ces mots de la fin et merci aussi à toutes et à tous pour votre participation, vos témoignages, vos petits messages dans le chat. Ça fait toujours chaud au cœur de voir autant de réactions et de voir qu'on réussit à répondre à vos questions et à vous accompagner. On espère vraiment que ces échanges vous ont plu. Comme d'habitude, vous recevrez à la fin de ce rendez-vous par email un petit questionnaire, un petit sondage afin de collecter vos retours. N'hésitez vraiment pas à y répondre, ça prend quelques secondes. Il y a 4 questions et nous, ça nous est toujours très très utile. J'en profite aussi pour parler des prochains rendez-vous. Le mois prochain, il y en aura 2. Il y en aura un le 17 mars avec Rachel. Ce sera une initiation à la méditation. Pour les habitués, vous connaissez un peu ces rendez-vous. Ils sont maintenant trimestriels et l'idée, ce sera un peu de vous parler de la méditation et de voir comment ça peut vous aider au quotidien. Et enfin, on aura un rendez-vous échangeons ensemble autour des effets secondaires et des soins de support avec Sandy qui est infirmière, qui travaille chez Résilience. Et là, l'idée, ce sera plutôt de vous discuter avec vous et d'échanger avec vous autour des solutions et ressources que vous avez autour de vous pour vous aider dans votre quotidien. Comme d'habitude, vous recevrez les invitations en début de mois, donc pas de soucis par rapport à ça. Et voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Un grand merci encore une fois à tous. Au revoir tout le monde, passez une bonne soirée. Une bonne soirée. Au revoir. Au revoir.